Je vais vous raconter ce qui s'est réellement passé lorsque ma fille, Renata, s'est tournée vers moi et m'a dit « Papa, si tu ne signes pas le prêt de Lucas, ne t'attends pas à rester longtemps ici. » Ces mots m'ont transpercé la poitrine comme une lame. Moi qui avais toujours été son refuge, qui l'avais élevé seul après la mort de ma femme, qui lui avait toujours tout donné. Et maintenant, elle me mettait au pied du mur à cause d'un homme qui m'utilisait comme un distributeur automatique. Et je vous le dis, ce qui s'est passé ensuite a changé ma vie à jamais, d'une manière que je n'aurais même pas pu imaginer. Si, comme moi, vous vous êtes déjà senti dévalorisé par ceux que j'aimais le plus, et que vous voulez savoir comment j'ai réussi à m'en sortir, restez avec moi. Avant de continuer mon récit et de découvrir comment tout cela s'est passé, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'adore savoir d'où vous venez. Je m'appelle Carlos, et les assiettes tintèrent les unes contre les autres, tandis que je les disposais sur la table en acajou. Les nuits de mars avaient encore un goût d'hiver, mais il faisait chaud dans notre salle à manger. Trop chaud, peut-être. La chaleur du radiateur se mêlait à l'odeur du poulet rôti et à la tension qui semblait flotter dans l'air. C'était le premier mois que ma fille, Renata, était mariée à Lucas, et j'avais emménagé chez eux pour les aider financièrement. Non pas qu'ils me l'aient demandé, mais c'était ce que j'avais toujours fait. Je prenais soin de ma fille depuis le décès de ma femme. Je pensais que ce serait bien, que ce serait un nouveau départ pour nous tous. Mais la réalité avait un goût amer. J'avais l'impression que ma présence n'était pas celle d'un père, mais celle d'un sponsor. Lucas, mon gendre, avait un sourire trop facile, une façon de me traiter avec une intimité forcée, comme si j'étais un ami proche et non son beau-père. Il me lançait sans cesse de bonnes idées d'entreprise, mais aucune ne se concrétisait. Au fond de moi, je savais que toutes mes économies servaient à financer le fantasme d'un homme qui ne voulait pas travailler. Renata, ma fille, semblait fascinée par lui. Je revoyais la même fille qui m'apportait des dessins de l'école, le regard désormais distant, toujours à défendre son mari et ses ambitions. À chaque facture payée, je sentais une part de ma dignité m'échapper. Et ce n'était que le début. J'ai besoin que vous me promettiez une chose. Si vous avez déjà ressenti une douleur intense dans une situation comme celle-ci, ou si vous souhaitez simplement me soutenir, cliquez sur « J'aime », partagez cette vidéo, et si vous n'êtes pas encore abonné, donnez-moi cette chance. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires vraies que je vous propose chaque semaine. Votre présence ici fait toute la différence pour moi. Et encore une fois, dites-moi d'où vous regardez la vidéo dans les commentaires. Ce samedi-là avait commencé comme tous les autres. Le soleil entrait par la fenêtre de la cuisine, dorant le plan de travail en granit. Je préparais mon café, l'odeur du café fraîchement moulu emplissant l'air, lorsque j'entendis la voix de Lucas, trop forte à mon goût, venant de la chambre. Il parlait au téléphone d'une entreprise prometteuse. On aurait dit un investisseur de Wall Street, mais je savais que sous ses vêtements impeccablement repassés et ses manières d'homme d'affaires se cachait un chômeur. Lorsqu'il entra dans la cuisine, son sourire était si large qu'il lui couvrait presque les yeux. Il s'assit en face de moi à la table basse et me tendit une tasse. « Carlos, ce qu'il nous faut, c'est un investisseur visionnaire, » dit-il d'une voix rauque, à l'idée que quelqu'un ait déjà la solution. « Tu as le talent. Nous avons une occasion en or d'ouvrir notre propre boutique informatique. Il nous manque juste le capital d'amorçage. » Il m'a présenté un dossier contenant un business plan qui ressemblait davantage à une brochure. Il n'y avait pas de chiffres précis, juste des promesses et des projections optimistes. J'avais déjà vu ça. C'était toujours des promesses. Il m'a montré une feuille de calcul avec les chiffres. C'était un prêt d'un montant exorbitant. Mon corps se figea. Il ne me demandait pas d'argent. Il me demandait de cosigner un prêt en mon nom. Moi, un homme de 62 ans, je dépendais de ma retraite et de mes économies. J'hésitais. Mes doigts tremblaient en tenant le stylo qu'il me tendait. « C'est pour notre avenir, papa. Pour notre famille, » dit Renata en entrant dans la cuisine et en posant sa main sur mon épaule. Ces mots me firent l'effet d'un coup dur. Elle était de son côté. Je savais qu'elle avait peur de lui déplaire. J'ai regardé ma fille dans les yeux. Je me suis reconnu en elle. J'ai vu sa peur. J'ai signé, mais le cœur lourd. Je savais que je faisais quelque chose de mal. Le stylo était lourd dans ma main comme une brique. Le contrat me brûlait la peau. Je l'ai signé. Mais je ne le signais pas pour eux. Je le signais pour ma fille, pour m'assurer qu'elle ne finirait pas dans la rue si le mariage n'aboutissait pas. Je le signais avec l'espoir qu'un jour elle me remercierait d'être le père qui subvenait toujours aux besoins de la famille. Le sourire de Lucas s'élargit encore. Il me serra dans ses bras, non pas pour me remercier, mais pour me faire une victoire. C'était comme s'il avait gagné à la loterie. Le son de la signature sur le papier résonnait encore dans ma tête.
C'était le premier signe avant-coureur. J'étais dans un labyrinthe, et je ne savais pas comment en sortir. Ce moment marquait le début de la fin, et je le savais. Les mois qui suivirent furent une lente et pénible descente aux enfers. Le magasin d'informatique de Lucas était un gouffre sans fond. Il réclamait plus d'argent pour les stocks, les rénovations, la campagne marketing. Et c'était toujours moi qui payais. J'avais l'impression d'être un puits de gaz aspiré par une pompe. Mes économies s'épuisaient, et à chaque facture payée, un peu d'espoir disparaissait. La tension entre nous était palpable. Lucas me voyait comme un refuge. Renata me voyait comme un père qui ne comprenait rien aux affaires. Je restais silencieux. Je me sentais comme une nuisance, une ombre. J'ai commencé à m'enfermer dans ma chambre, évitant les rencontres, les dîners et les conversations. Je ne me sentais pas le bienvenu chez moi. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase fut un dimanche ensoleillé, lorsque la famille s'est réunie pour un barbecue. L'odeur de la viande grillée et les rires des enfants contrastaient avec le vide que je ressentais intérieurement. Lucas, ivre et excité, commença à parler de l'agrandissement du magasin. Il évoqua un prêt encore plus important qu'il voulait que je signe. J'ai regardé Renata. Elle me fixait avec les yeux d'une enfant attendant l'approbation de son père. Mais je ne pouvais plus. Je me sentais nu. Ma dignité avait disparu depuis longtemps. Alors j'ai dit « Non ». Les mots me sont tombés de la bouche comme une pierre. Le silence fut rompu par le rire de Lucas. Il secoua la tête comme si j'étais un idiot. « Ce n'est qu'un autre prêt, Carlos. Quel est le problème ?» dit-il. « Tu ne me fais pas confiance ?»« Je te fais confiance, Lucas, » dis-je, le sang me montant à la tête. « Ce qui me perturbe, c'est ton idée qu'on puisse rembourser ce prêt. Je n'ai plus d'argent. Je ne signe pas. » Lucas perdit son sourire. L'air devint lourd. Renata, jusque-là silencieuse, se leva. « Papa, qu'est-ce qui t'arrive » demanda-t-elle d'une voix douloureuse. « Tu ne nous fais pas confiance ?»« Ce n'est pas une question de confiance, » dis-je en essayant de maîtriser ma voix. « C'est une question de dignité. Je ne vais pas sombrer avec toi. » Lucas se leva et me fixa du regard d'un prédateur. « Tu vas signer, Carlos. Tu es notre seul espoir. Et si tu ne signes pas, ne t'attends pas à rester ici longtemps. » Ce fut un coup de grâce. Mon corps tremblait de rage et d'humiliation. Je sentais le sang me monter aux yeux et les larmes couler. Je ne pouvais plus respirer. C'était ma fille, que j'aimais plus que ma propre vie, qui me chassait de chez moi, de cette maison que j'avais payée au prix de ma vie. Je n'arrivais pas à y croire. Je me suis retourné et je me suis dirigé vers la porte. J'ai quitté le barbecue, les rires, l'odeur du barbecue. J'ai quitté cette maison et je ne suis pas revenu. Les mots de Renata, « Alors ne compte pas rester ici longtemps », résonnèrent dans ma tête comme une sonnette d'alarme. Leur poids m'écrasa, me projeta contre le mur. Ce ne furent pas les paroles de Lucas, mais le silence de Renata qui me brisa. Elle, ma fille, que j'avais élevée avec tout mon amour, m'abandonnait. Le barbecue continuait, les rires me poursuivant jusque dans la chambre. Je sentais l'odeur du barbecue, du vin, le bonheur que je ne pouvais pas avoir. La porte était fermée, mais je ne pouvais échapper au bruit. Ce bruit me torturait, me rappelant que j'étais un étranger, un intrus dans ma propre maison. L'humiliation était publique, même si personne d'autre que nous ne le savait. J'avais honte. Honte de moi, honte de ma fille, honte d'être devenu un fantôme chez moi. J'ai pris mon sac à dos, j'ai emballé quelques vêtements, mes médicaments et mon portefeuille. Et je suis parti. Je ne suis pas revenu. J'ai parcouru les rues de ma ville, le cœur brisé. Je n'avais nulle part où aller. Je n'avais personne à appeler. Je me sentais perdu. Assise sur un banc, la fraîcheur de la nuit m'a envahi. La brise glaciale, l'obscurité, le silence. Je me sentais petite, invisible. Mon portable a sonné. C'était Renata. J'ai hésité, mais j'ai répondu. « Papa, où es-tu » demanda-t-elle d'une voix pleine de désespoir. « Rentre à la maison. »« Je n'ai plus de maison, » dis-je d'une voix tremblante. Ma maison, celle de ma famille, a été vendue pour un prêt que je n'ai pas signé. « Ne dis pas ça, papa, » dit-elle, et j'entendais les larmes dans sa voix. « Rentre à la maison. On a besoin de toi. »« As-tu besoin de moi ou de mon argent » ai-je demandé. Ces mots étaient empreints d'une véninité que j'ignorais avoir en moi. Le silence fut ma réponse, et je me suis senti comme un meurtrier. J'ai raccroché le téléphone, et il m'est tombé des mains. J'étais misérable. Je me suis levé et j'ai marché sans but. Je me sentais sans abri, un vieil homme sans abri seul. Je me suis souvenu de ma femme. Je me suis souvenu de notre bonheur. Je me suis souvenu de la façon dont elle me protégeait. Je me suis souvenu de son amour pour moi. Et je me suis senti encore plus seul. Je me suis assise sur le trottoir,
et les larmes ont coulé, brûlantes et douloureuses. J'étais seul, j'étais abandonné, j'étais perdu, j'étais au plus bas. Mes journées étaient grises, les heures s'écoulaient comme un poids. Je me sentais comme un fardeau, une ombre. Je n'avais nulle part où aller. J'ai emménagé dans un petit appartement en location, un endroit minuscule aux murs fins et à l'odeur de moisi. La solitude était mon seul compagnon. Les appels de Renata et Lucas étaient incessants. « Papa, on a besoin de toi. Carlos, la banque encaisse le paiement. » J'entendais leurs paroles, mais elles n'avaient aucun sens. J'étais comme engourdi. J'étais devenu un fantôme. J'ai perdu l'appétit. La nourriture n'avait plus de goût. J'ai perdu le sommeil. Les nuits étaient interminables. J'ai perdu le goût de vivre. Je me sentais comme un vieil homme inutile. Je m'asseyais à la fenêtre de mon appartement et regardais les gens dans la rue. Des couples se tenant la main, des enfants riant, des chiens courant. Je me sentais comme un extraterrestre. Un extraterrestre qui s'était écrasé sur une planète qui n'était pas la sienne. J'ai commencé à me poser des questions. Je me demandais si j'avais bien fait, si j'aurais dû signer le prêt, si j'aurais dû rester chez eux, si j'aurais dû m'humilier pour avoir un toit. Je me sentais lâche. Un père lâche qui avait abandonné sa propre fille. Mais une voix que je n'avais pas entendue depuis longtemps, s'est mise à me parler. La voix de ma femme. Elle m'a dit « Carlos, tu es un homme bien, tu es un père qui aime ta fille, mais tu ne peux pas te sacrifier pour elle. » Je me suis mis à pleurer, et mes larmes étaient brûlantes, douloureuses, mais c'étaient des larmes de vérité. La vérité, c'est que je n'étais pas un lâche. J'étais un homme qui se protégeait, un homme qui s'aimait. Je me suis levé et j'ai regardé mon reflet dans le miroir. Et je n'ai pas vu un vieil homme inutile. J'ai vu un homme fort. J'ai vu un homme qui s'était relevé après une chute. J'ai vu un homme qui n'avait pas renoncé à la vie. Et je me sentais fier de moi. Fier d'avoir dit non. Fier de m'être protégé. Fier de m'être aimé. Je me suis assise sur le canapé et j'ai pris mon téléphone portable. J'ai appelé ma fille, Renata, et je lui ai dit calmement et sereinement « Ma fille, je t'aime, mais je ne te donnerai plus d'argent. Je ne te soutiendrai plus. Tu dois apprendre à voler de tes propres ailes. Je te donne la chance d'être une femme forte. La chance d'être la femme que je t'ai élevée pour être. » J'ai éteint mon téléphone et je me suis senti libre. Libéré de la culpabilité, de la peur, de l'humiliation. J'étais au plus bas, mais je gardais les yeux fixés sur le ciel. Après cette conversation avec Renata, le monde a repris des couleurs. Les couleurs du soleil, l'odeur de l'herbe mouillée. J'ai commencé à me sentir vivant. J'ai commencé à me faire des amis dans mon quartier, à aller au parc. J'ai recommencé à m'aimer. Je me suis inscrite à un cours de cuisine. J'avais toujours aimé cuisiner, mais je n'avais jamais eu le temps. Maintenant, si. Et l'odeur des aliments frais, le bruit du couteau coupant les légumes, la chaleur de la poêle sur le feu, je me sentais comme une artiste. J'ai commencé à avoir confiance en moi. J'ai commencé à me sentir heureuse. Et ma fille a commencé à me manquer. J'ai reçu un appel de Renata. « Papa, Lucas et moi divorçons. » Ces mots m'ont pris par surprise. « Il m'a abandonné, a-t-elle dit. Il nous a tout pris. » J'ai senti mon cœur se briser en deux. Ma fille, celle que j'aimais, était seule, et j'ai ressenti le besoin de retourner auprès d'elle. Mais la voix de ma femme, la voix de ma raison, me disait « Carlos, ne reviens pas à la même vie. Tu as déjà fait ton chemin, tu t'es déjà sauvé. Maintenant, c'est son tour. » J'ai appelé Renata. « Ma fille, je t'aime, mais je ne peux pas te donner un toit. Tu dois trouver ton propre toit. Tu dois te débrouiller seul. Papa, je ne peux pas. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai nulle part où aller. Ma fille, je suis là pour toi. Je te donne ma force. Je te donne mon courage. Mais tu dois te battre. Tu dois t'aimer. » Et j'ai raccroché. Et j'ai pleuré. Mais mes larmes n'étaient pas de douleur. Elles étaient de fierté pour ma fille, dont je savais qu'elle s'élèverait, et de fierté pour moi-même, qui savais que je faisais le bon choix. Renata m'a appelé une semaine plus tard. « Papa, j'ai emménagé dans un appartement. Il est petit, mais il est à moi. Je me sens libre. J'ai senti mon cœur se remplir de bonheur. Je me sentais comme un super-héros. Je me sentais comme un vrai père. Ma vie n'était plus la même. J'étais un homme libre, fort, un homme qui s'aimait. Et ma fille était une femme forte, libre, qui s'aimait. Et Lucas? Eh bien, Lucas n'avait plus personne à qui voler. Il était seul, et je savais qu'il aurait ce qu'il méritait. Mon histoire est celle d'un homme qui s'est perdu mais qui s'est retrouvé. C'est l'histoire d'un homme qui s'aimait et qui aimait sa fille. C'est l'histoire d'un homme qui n'a jamais renoncé au bonheur. Et voilà mon histoire.
Un parcours de douleur, d'humiliation et de dépassement. Finalement, j'ai appris que l'amour de soi est la forme la plus pure d'amour. Je m'aimais, je me respectais, et ce faisant, j'ai enseigné la même chose à ma fille. L'amour n'est ni un fardeau ni une obligation. C'est la liberté d'être soi-même, de lutter pour son bonheur, et de ne laisser personne nous le voler. Aujourd'hui, Renata et moi sommes plus proches que jamais, non pas par nécessité mais par choix. Nous formons une famille, non par commodité, mais par amour. Je sais que mon chemin a été douloureux, mais je le referai sans hésiter. Car au final, ce que j'ai gagné, c'est ma liberté et celle de ma fille. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu une expérience similaire ou ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire. Si vous avez aimé, aimez-la et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires vraies que je vous propose chaque semaine. N'hésitez pas à activer la cloche et à me dire quel genre d'histoire vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo. Vos suggestions sont toujours les bienvenues. Merci et à bientôt.